sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, le capitaine Isabelle Provost vous présentera le contenu du programme d'art des Forces canadiennes. On va aussi discuter avec une historienne qui nous vient aussi du Musée canadien de la guerre. On va avoir Arthur Coinco, j'ai mal au genou, il va s'en charger tout à l'heure durant la prochaine heure. Et tout de suite pour commencer, j'ai avec moi Francine Groux, qui est la directrice générale de la Maison d'Amitié, pas la Maison Amitié, la Maison d'Amitié, qui est vraiment là, on va dire, pour soutenir les femmes. Est-ce qu'on pourrait faire un peu l'historique de ça? Parce que c'est la première fois que je vous vois sur le plateau. Absolument. Bien, merci de m'accueillir d'abord. Maison d'amitié existe déjà depuis 1976. Il s'agit de la maison d'hébergement pour femmes victimes de violences, tout type de violence, à Ottawa, la maison francophone. Donc, historiquement, Maison d'amitié a été créée en 1976 par deux religieuses. Et puis, en fait, ça fait un suivi un peu sur les mouvements féministes et tout ça. Donc, en 1976, à travers le Canada, en fait, il y a beaucoup de maisons d'hébergement qui ont vu le jour parce que les femmes se sont mobilisées et puis ils ont brisé le silence, si on veut, au niveau de la violence faite aux femmes. Donc, en 1976, nous avons été en mesure de s'incorporer, d'ouvrir la première maison. En 2006, nous avons été en mesure d'ouvrir une deuxième maison. Parce que la demande était là. Exactement. En soulignant le nombre de femmes qu'on devait aiguiller ou référer ailleurs par manque de capacité, le ministère a accepté de nous financer et d'ouvrir une deuxième maison. Donc, présentement, Maison d'amitié peut accueillir dans chaque maison 15 femmes et enfants. C'est important aussi de souligner, c'est que les femmes aussi, accompagnées de leurs enfants, sont bienvenues chez nous. Puis c'est ça que je pense que c'est assez spécial parce que la plupart du temps, quand elles sont prises de panique, là, il faut le dire, c'est pas qu'elles aiment pas les enfants, mais j'en ai vu des cas comme ça, vu des histoires à la télé et tout ça. Elles partent en laissant les enfants. Pas qu'elles veulent pas, mais c'est juste comme pas prise de peur. Mais vous permettez à ces dames-là de venir avec leurs enfants. En fait, ce que je vous dirais, c'est qu'on voit un peu le contraire, c'est qu'elles ne quittent pas parce qu'elles ne veulent pas défaire ou retirer les enfants de milieu familial connu. Oui. Donc ça fait partie des mythes, si vous voulez, puis Maison d'amitié a cette capacité-là, la façon que nos maisons, puis c'est important de le souligner, on va pouvoir regarder certaines photos que j'ai apportées avec nous. Évidemment, pour l'intérieur des maisons, parce que nos milieux physiques nos adresses physiques sont strictement confidentielles. Donc, l'adresse qui est diffusée sur nos réseaux sociaux, sur le site Internet, etc., il s'agit de notre adresse postale. Nos lettres sont adressées là et chaque femme qui arrive chez nous, aussi, on lui demande de changer son adresse pour ne pas que son courrier lui soit acheminé à même la maison. Donc, nos maisons sont vraiment des maisons. Chaque famille, chaque famille avec leur enfant ont leur propre chambre privée. Il y a des aires communes dont certaines chambres sont assignées à une chambre de bain, par exemple, mais la cuisine est commune, les salons, etc. Mais c'est important de comprendre que c'est pas un grand dortoir, Maison d'amitié. Chaque personne a vraiment sa chambre bien décorée. Ce sont des maisons bien entretenues. C'est privé. Donc, elles peuvent se retrouver en communauté avec d'autres femmes et les enfants avec des enfants qui ont vécu un vécu similaire. Donc, elles réalisent aussi, ça brise beaucoup l'isolement parce qu'elles réalisent qu'elles ne sont pas seules à vivre ces situations-là. Et puis, pardon. Allez-y. En fait, j'étais juste curieuse de savoir si dans la dernière année, il y avait vraiment beaucoup de demandes. Parce que de plus en plus, là, on regarde les réseaux sociaux, on voit les nouvelles, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les familles. Oui, effectivement. Ben, écoutez, avec le mouvement MeToo, on a pu voir une augmentation des demandes. Puis c'est plus au niveau de la sensibilisation. C'est que les gens sont plus au courant aussi et dénoncent plus ouvertement. Et je pense qu'on a réussi comme organisation dans notre regroupement, parce que, bon, il y a Maison d'amitié, mais il y a des maisons d'hébergement anglophones, on est membre d'un regroupement, etc. On réussit aussi à sensibiliser les gens que la violence, ce n'est pas seulement de la
la violence physique, il y a de la violence financière. Merci. J'étais comme très étonnée de savoir que ça existait. Oui, la violence psychologique aussi. Oui. Et on voit de plus en plus de personnes, des femmes plus âgées qui sont hébergées chez nous aussi, qui ne vivent pas... Oui, parce qu'on élargit, malheureusement, les femmes ne sont pas seulement victimes d'un conjoint, mais on regarde, nous, on élargit au niveau des critères d'admissibilité d'admission. C'est vrai qu'on est figé sur les femmes, les couples, les affaires de même. Non, ça peut être la violence familiale, donc d'un enfant aussi, quand on parle de femmes plus âgées. Donc, et puis, on a de plus en plus aussi, avec toute la sensibilisation au niveau de la traite des personnes, ça fait partie aussi d'une clientèle qui cogne à nos portes aussi. Des femmes qui sont victimes de traite, non seulement au niveau sexuel, mais ça peut être de la traite au niveau du travail aussi. D'accord, c'est un très beau volet que vous avez ouvert là. On va en parler après la pause. Je vous garde avec moi. Et vous aussi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Guépol, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours des services offerts à la Maison d'amitié avec la directrice générale Francine Groux. Et là, on était en train de discuter de tous les services que vous offrez là-bas. On a parlé un tout petit peu et tout. Et vous mentionnez tantôt que oui, vous accueillez aussi des personnes âgées. J'étais vraiment très étonnée parce qu'en fait, vous élargissez votre éventail. Vous n'arrêtez pas juste aux femmes qui subissent des violences comme dans le couple. Non, tout à fait. Dans nos critères d'admission, on parle de violence familiale. Et en général, et on parle de... On est une maison d'hébergement d'urgence. Donc, la femme, quand elle quitte, quand elle a le courage et le pouvoir de quitter, elle est vraiment à risque élevé. Donc, tout de suite, dès le contact téléphonique qu'on fait avec elle, lorsqu'elle nous appelle, on établit tout de suite un plan de sécurité avec elle. On vérifie avec elle. Pour pas qu'elle soit retrouvée ou comme... Oui, parce que le niveau de risque, la littérature le démontre, c'est que le niveau de risque augmente beaucoup lors de la séparation. Donc, évidemment, on met un plan autour pour bien la sécuriser, pour qu'elle puisse quitter en sécurité. Et puis, l'adresse physique ne lui est divulguée que quand on est prête à l'accueillir. Et puis, comme je mentionnais tout à l'heure, notre adresse physique doit vraiment demeurer confidentielle. Vous avez parlé aussi dans le premier segment, quand on discutait des différents mythes, par exemple. C'est quoi ces mythes-là? Bien, il y a différents mythes. Je peux en énumérer quelques-uns, dont, entre autres, au niveau culturel, la violence n'a pas de culture, n'a pas de langue, n'a pas de religion. Nous accueillons des femmes. Nous sommes une maison qui accueille des femmes catholiques,
catholiques, des femmes musulmanes, des familles. On s'adapte, on ajuste, on respecte toutes les origines. Maison d'amitié. Exactement, exactement. Donc, et puis on tente aussi de respecter aussi leurs croyances, leurs besoins alimentaires, etc. Donc, à chaque femme qui nous accueille, que nous accueillons, nous nous adaptons et puis nous tentons de répondre du mieux qu'on peut à ses propres besoins. On va voir tantôt les photos de l'espace que vous leur offrez, mais je vous disais pendant la petite pause là que pour moi, si j'étais là-bas, j'allais me mettre à chaque fois dans un coin de la maison pour pleurer parce que ces femmes-là souvent vivent des choses atroces. Oui. Puis quand elles arrivent là, en fait, vous me disiez tantôt que vous voyez l'évolution. Elles sont transformées, en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Leur durée de séjour chez nous est d'environ de 3 à 6 mois. Okay. Étant une maison d'hébergement d'urgence, nous les supportons à se trouver un autre logement, qui est souvent un logement de transition, mais avec la Ville d'Ottawa, elles sont priorisées dans une recherche de logement. Et puis, nous offrons, je vais vous expliquer un peu les services à l'interne. Qu'est-ce qui arrive quand une femme, on va suivre son parcours, si vous le voulez bien. Quand une femme arrive chez nous, bon, évidemment, elle est accueillie par une intervenante, ce qu'on appelle une intervenante en hébergement. Donc, nous sommes ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, les intervenantes travaillent sur des quarts de travail. Exactement. Mais elles sont appuyées aussi par des collègues. Donc, il y a un programme, ce qu'on appelle le programme d'appui transitoire. Cette intervenante-là est responsable de l'aider à trouver un logement, de l'accompagner aussi dans ses différentes démarches. Ça peut être légal, si elles vont au tribunal, etc. On va les accompagner aussi. Elles ne sont pas laissées seules. Elles sont vraiment avec des spécialistes, si on peut le dire, qui peuvent les soutenir, les aiguiller en fait dans leurs recherches. Et quand on parle d'appui transitoire, on les aide aussi au niveau de leur transition quand elles quittent Maison d'amitié. Donc, on s'assure... Pour pas qu'elles se sentent seules, là, Exactement. Exactement. Puis il se peut que leur nouveau logement soit dans une communauté complètement différente. Donc, on s'assure qu'elles sont bien aussi aiguillées vers les ressources communautaires. Donc, on est dans un continuum de service. On passe le bâton à nos collègues, à nos partenaires communautaires, et puis on va les soutenir pendant quelques mois aussi à l'extérieur. Puis elles ont toujours, s'ils ont envie de revenir peut-être par là, s'il y a des troubles, sait-on jamais, comme vous le disiez tantôt, quand elles quittent, bien, l'autre poursuit les recherches, en fait, parce que c'est pas terminé pour la seconde partie. Fait que si elles sont retrouvées par pur hasard, je dis n'importe quoi, là, est-ce qu'elles peuvent revenir à la maison d'amitié? Absolument. Nos portes sont toujours ouvertes pour elles. Puis, en fait, on fait de l'intervention de groupe aussi, et puis on va inviter aussi les résidents qui ont déjà quitté pour participer à ces interventions-là aussi. L'été, on fait des petites retrouvailles de barbecue, ces choses-là. C'est vraiment beau. Nous avons aussi un programme de service aux enfants parce qu'on reconnaît que les enfants qui sont issus d'un milieu familial violent, soit qu'ils ont subi la violence eux-mêmes ou ils ont témoigné de la violence, mais ils ont des besoins particuliers. Donc, chaque maison, il y a une intervenante aussi des services aux enfants. Qui garde des séquelles et tout parce que... Tout à fait. Puis on peut voir aussi... Exactement. Vous avez tout équipé pour eux, là. Oui, on a envoyé des photos tout à fait de nos salles de jeu aussi pour démontrer. Puis les enfants, quand ils rentrent chez nous, là, ça fait partie des... Oh, wow! Il y a plein de jouets. C'est comme, ils vont pas juste se cacher, mais ils sont épanouis, en fait. Exactement. Je pense qu'on a des photos aussi de quelques chambres ou d'un salon et tout. Oui, c'est vraiment comme assez privé. J'aime beaucoup ça. Ça, c'est un bureau d'intervenante parce que les intervenantes rencontrent une chambre. Donc, nos chambres sont adaptées. On a des chambres avec des couchettes quand on héberge avec des bébés. On a des chambres qui ont des portes communicantes aussi. Donc, ça fait partie. C'est une de nos l'aire de jeu l'aire de jeu d'une de nos maisons. Donc, effectivement. Oui, on entretient bien nos maisons aussi. Puis c'est important de démontrer, malgré qu'on ne peut pas, évidemment, donner de photos extérieures. Mais, oui, ça se comprend. Je me suis permis d'apporter des photos pour pouvoir aussi démystifier. C'est pas triste s'en venir chez nous. C'est pas un dortoir, en fait. Exactement. Puis c'est pas lugubre. C'est pas des murs pleins de trous. Au contraire, ce sont des belles maisons chaleureuses. Et puis,
puis, chaque femme qui quitte chez nous, on fait une entrevue de départ, puis elles ont presque toutes le même commentaire. Ici, c'était une grosse famille. On s'est retrouvés parce que les femmes aussi s'entraident entre elles. Hein. Puis il y a beaucoup d'amitiés qui naissent à la maison d'amitié parce que les femmes, elles quittent, puis elles continuent à avoir des même histoire, ça crée des liens. Exactement. Puis là, oui, on a parlé de la maison d'amitié. Vous faites un excellent travail, il faut que je le mentionne. Merci. Vous êtes là aujourd'hui aussi pour mettre un point d'honneur sur Femmes Aide. En fait, c'est la ligne téléphonique. Elle n'est pas privée, elle est ouverte à tous, là, mais vraiment pour des femmes qui sont dans le besoin. Oui, la ligne provinciale, Femmes Aide, est la ligne, en fait, d'intervention francophone en Ontario. Donc, elle est accessible partout en Ontario si vous avez un code régional ontarien sur vos téléphones. Et puis, la ligne, elle est co-gérée par 3 organisations. Donc, Maison d'amitié est responsable de la ligne pour toute la région de l'Est. La région de l'Est, c'est la grande région de l'Est. Donc, aux frontières Hawkesbury, aux frontières de Prescott Russell, Québec, jusqu'à Kingston. Donc, on va très loin. On va très loin. Et puis, on a une intervenante sur place. Je vous parlais tout à l'heure de la Maison 2. Donc, les bureaux de Femmes Aide sont à même la Maison 2. D'accord. Le jour, on a un partenariat avec le Centre des ressources de l'Est d'Ottawa qui prennent les appels de jour, mais nous prenons les appels en soirée, fin de semaine, jour, soir, nuit. Donc, c'est vraiment 7 jours sur 7, 24 sur 24. Tout à fait, 24 sur 24. Si notre intervenante est déjà au téléphone sur une ligne, on a notre système téléphonique qui va le par rappeler. cascade. Non, elle ne fera pas un boîte vocale. Elle va aller en cascade. C'est une de nos collègues, soit de Toronto ou de Sudbury, qui vont prendre la... On les laisse pas seules comme... Exactement, exactement. Parce qu'elles prennent souvent du courage pour pouvoir prendre le combiné et puis demander de l'aide. Donc, tout à fait. Vous aviez tout saisi. Vous faites tellement bien. Et puis, en plus de ça, je me dis que quand elles appellent, elles sont vraiment... comme accompagnées vers où est-ce qu'elle veut aller, dépendamment d'où elles sont, là, je suppose. Parce que vous avez dit que vous avez des intervenants un peu partout. Oui. Pour Femmes Aide, oui. Ben, en fait, c'est surtout une ligne téléphonique d'écoute. Donc, on fait beaucoup d'écoute active. Mais si elles ont besoin d'être aiguillées, effectivement, ces intervenantes-là ont accès à une banque de ressources. Donc, elles vont aiguiller la personne vers les ressources. Ce qu'on voit aussi, parce qu'on a une agente de liaison qui fait la promotion de la ligne Femmes Aide à travers la région, ce qu'on voit de plus en plus aussi, c'est des professionnels qui nous appellent parce qu'ils ne connaissent pas bien les services. Donc, au moins, ils nous connaissent, ils nous appellent, nous, pour demander. Donc, on peut voir comme dans un deuxième niveau qu'au moins leurs clientes, leurs patientes, parce qu'on parle souvent de professionnels, de médecins, etc., sont aiguillées aux bonnes personnes. Elles ne sont pas restées à plat. Moi, c'est tout intéressant. Qu'est-ce que vous dites? Là, on a les horaires pour le numéro. Je pense qu'on peut le trouver sur le site web et tout. J'aimerais qu'on mentionne ça aussi parce que je l'ai vu et puis je me suis dit, OK, c'est bon ça. Parce qu'en fait, on en parlait tantôt, les dames, en fait, elles ont du mal à quitter. Elles ont du mal à quitter, elles ont peur et tout. Et souvent, quand elles font des recherches, elles peuvent se faire prendre. Puis vous avez la possibilité, vous avez mis tout en œuvre pour que leur communication Internet là, soit sécurisée, en fait. Tout à fait. Ça, là, c'est vraiment un chapeau d'honneur que je vous donne, là, parce que c'est vraiment difficile de demander de l'aide dans ces conditions-là. Oui. Puis tout de suite, elles peuvent effacer leurs traces aussi. C'est ça. Et puis, il y a tout expliqué, comme si elles ne sont pas comme très habituées à Internet et tout. Vous avez tout expliqué. Nous sommes aussi sur Facebook, sur Twitter. Nous avons sur LinkedIn aussi. Donc, vous pouvez nous suivre. Et puis... Merci beaucoup. Merci pour tout le travail que vous faites pour ces dames-là. Et puis, vous, à la maison, si vous avez besoin de plus de renseignements, je vous invite vivement à visiter le www.maisondamitié.ca. Ça peut ne pas être vous, mais quelqu'un que vous connaissez. Visitez ce site web-là. Après la pause, on parle avec le capitaine Provost. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
je retrouve ça. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant du programme d'art des forces armées canadiennes, armée canadienne. Puis avec moi, le capitaine Provost, je vais rester toute sage là. Puis là, vous êtes la gestionnaire de ce programme-là. Puis j'entends dire qu'il y a une belle historique qui vient avec ça. Est-ce que vous pouvez nous la raconter un tout petit peu là? C'est quoi? Ça vient d'où, ce programme? Oui, bien en fait, le programme des arts des forces canadiennes, sous sa forme actuelle, existe depuis 2001. Mais ça fait environ 100 ans, en fait, que les forces armées tentent de promouvoir l'art à travers les opérations que nous faisons. Donc, dans le fond, le programme il a commencé à exister à partir de la Première Guerre mondiale, à partir de 1916. Ce qui se passait dans ce temps-là, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui couvraient la guerre, tout ça, puis on a senti le besoin que les opérations militaires et la guerre soient représentées à travers l'art. Donc, on a décidé de prendre des gens, directement des militaires, pour pouvoir peindre des œuvres qui pouvaient expliquer ce qu'ils avaient vécu au niveau de la Première puis de la Deuxième Guerre mondiale. OK, c'est comme ça que ça fonctionnait au début? Oui. Okay. Au début, ils prenaient des militaires, puis ils pouvaient comme faire... qu'est-ce qu'ils voyaient? Oui, peindre qu'est-ce qu'ils voyaient, le but de ça était évidemment de créer un historique de ce qui se passait dans cette époque-là. Donc, le programme d'art officiel qui a eu lieu au niveau de la Première puis la Deuxième Guerre mondiale a quand même ça a produit environ moins 5000 œuvres. Puis il y a environ 150 artistes qui avaient été impliqués à cette époque-là pour pouvoir peindre des œuvres. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, c'est qu'il y avait beaucoup de photos qui se prenaient, mais on disait que la photo pouvait seulement être valide pour 25 ans, dans le sens que ça pouvait se détériorer, tout ça. Fait qu'on disait qu'en passant par la peinture, ben les œuvres pouvaient durer beaucoup plus longtemps. Combien d'années, on se dit, là, on ne sait pas trop, hein? Mais plus de 25 ans, en tout cas. Oui, bien en fait, le but, c'est qu'avant, il y avait beaucoup de photojournalistes qui allaient, mettons, sur le terrain, donc c'était beaucoup la photographie. Donc, à cette époque-là, ben, comme c'était des films, ben, c'était plus, ça se détériorait. Donc, on préférait passer à la peinture en se disant que l'historique va pouvoir demeurer plus longtemps puis qu'il fallait jamais oublier ce qui s'était passé à cette guerre-là. Donc, le programme a existé, entre autres, pour ça, à cette étape-là. Ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu... ça s'est terminé, mais il y a eu quand même quelques initiatives indépendantes, des artistes civils qui couvraient quelque chose. Qui demandaient à rejoindre, c'est ça, hein, les forces armées sur le pied de guerre? Bien, c'était plutôt le contraire. Je pense que c'était plutôt comme les forces armées, des fois, qui voulaient représenter certaines de leurs opérations. Fait il y avait des opérations, il y avait des initiatives indépendantes pour engager des artistes comme c'est là, mais il n'y avait pas de programme structuré après la Deuxième Guerre mondiale. Mais à partir de 1968, ils ont décidé de faire le programme d'aide aux artistes civils. D'accord. Donc là, c'était plus des militaires qui peignaient les opérations, mais c'était des civils. Donc là, de 1968 à 1995, les forces armées ont engagé des artistes civils pour pouvoir encore promouvoir l'historique, pouvoir peindre ce qu'on vivait. Donc, il y a eu 2 phases. Donc, en 1968 jusqu'en 91, ça a été surtout au niveau, il y avait beaucoup la guerre froide ou la guerre du Golfe. Puis à partir de 92, ça a été surtout les opérations de l'ONU. Donc, là, on a eu un programme pour les artistes civils. À partir de 95, ça l'a encore arrêté. Il y a encore eu des initiatives indépendantes, dont... On s'entend que ça commence à être un besoin, là, j'ai l'impression, parce qu'à chaque fois, c'est comme si ça s'éteignait, mais ça revient toujours. Oui, c'est ça. Ça dépend de la demande, tout ça, mais c'est toujours dans un but de, justement, promouvoir l'histoire, puis aussi... d'avoir une approche peut-être un peu différente de ce qu'on fait, là. Parce que, vous pas, les artistes, ils ont quand même une approche peut-être subjective de ce qu'ils vivent, tout ça. C'est un peu différent comme façon de retranscrire l'histoire, c'est une façon différente. Puis aussi, c'est accessible au public dans le sens que quand on va aller exposer les œuvres, ça perdure dans le temps, ça informe le public, c'est quand même... Puis ils voient un peu qu'est-ce qui se passe sur le pied de guerre. Est-ce que... Bon, là, on est rendu au Musée canadien de la guerre. Là, vous avez fait un programme de ça. C'est vraiment un programme. Puis là, il y a le groupe 8 qui était, je pense, en action dans pas longtemps. Je suis bien curieuse de savoir comment vous choisissez vos artistes. Bien, en fait, pour appliquer sur le programme, les gens vont sur notre site Internet. Ça prend des artistes professionnels, souvent qui ont une pratique artistique professionnelle depuis au moins 2 ans après la suite de leurs études. D'accord. Donc, nous autres, on les sélectionne en fonction... Est-ce qu'ils ont des œuvres à soumettre ou bien, entre griffes, des épreuves qu'ils doivent comme passer? Oui, bien en fait, quand ils soumettent leur dossier, ce que nous demandons, c'est d'avoir des photos de leurs œuvres pour connaître un peu leur travail, ensuite leur démarche artistique, une proposition de projet qu'ils veulent faire avec nous autres, puis si ce qu'ils nous soumettent correspond... à ce que vous recherchez ou à la mission du moment, c'est ça? Oui, non, mais c'est pas tant nous qui... Tu sais, on va prendre des propositions qui sont de qualité ou qui sont peut-être pertinentes pour le programme des arts, puis selon la démarche artistique de l'artiste aussi,
si ça pourrait correspondre avec ce que les Forces armées font ou c'est vraiment un artiste qui pourrait aller sur le terrain avec nous autres pour pouvoir transcrire ce qui se passe. Là. Puis il y en a de tout. On va pas juste comme pour des peintures, on va aussi pour des photos parce que j'ai vu rapidement passer une photo là. Donc c'est vraiment des artistes de tout bord. Oui, bien en fait là maintenant, depuis 2001, ce qui est un peu différent, c'est ça. C'est que là, on a tout le temps des artistes en art visuel. Okay. Puis maintenant, on a le droit d'avoir des gens en littérature puis des musiciens, ce qu'il n'y avait pas avant dans les autres programmes. Donc, on a eu, quand j'ai regardé l'historique depuis 2001 pour le nouveau programme, il y a eu Parce un que vous êtes avec eux depuis quoi, 2 mois, je pense, oui, pour le groupe 8. Okay. Oui, pour le groupe 8 depuis 2 mois. Mais depuis 2001, il y a eu un musicien, puis il y a eu quelques gens en littérature, des poètes, tout ça, qui ont été choisis pour faire partie du concours, parce que, évidemment, c'est une autre façon de s'exprimer. Donc, avant, c'est au niveau des arts visuels. Donc, puis, il y en a combien? Quand vous sélectionnez, vous en sélectionnez combien déjà? Entre 5 à 10. Entre 5 à 10? À tous les 2 ans. Ah, parce que quand on les sélectionne, c'est vraiment pour 2 ans. OK, ils les suivent vraiment partout dans tout leur parcours. Ils sont assignés à, comme je dirais, à un régiment et puis ils font juste les suivre partout où ils vont? Ou... Non, comment ça se passe, c'est qu'une fois qu'ils sont sélectionnés, ils ont une période de 10 jours qui peuvent être déployés avec nous, donc soit à l'étranger, soit au Canada. Donc, eux, ils vont nous faire une proposition. C'est pas juste au Canada, même à l'étranger? Oui, à l'étranger aussi. Donc, mais eux, ils vont nous faire une proposition. Donc, ils vont nous dire où ils veulent aller. Puis nous, ensuite, on va évaluer où c'est possible d'aller parce qu'évidemment, il y a des conditions de sécurité à respecter. Donc, c'est ça que je disais, parce que ce sont des civils après tout. Oui, c'est ça. Donc, selon ce qu'ils vont nous demander, nous, on va demander si c'est possible de joindre un artiste pendant 10 jours à telle ou telle opération, étant donné que c'est son intérêt. Puis là, on va voir si au niveau de la sécurité et tout, c'est correct ou si l'organisation est prête à prendre cette personne-là pour une période de 10 jours pour qu'elle puisse faire son travail. Puis là, quand ils vous suivent, ils font des œuvres et tout ça. Quand les 2 ans il est terminé, c'est là qu'on parle de l'exposition ou c'est même pendant qu'ils sont en action durant ces 2 ans-là qu'ils déposent les œuvres qu'ils ont déjà faites? Bien, en fait, j'imagine qu'eux, ils vont sur le terrain pendant 10 jours. Peut-être qu'ils feront des croquis, des photos, mais quand ils reviennent, directement, ils vont faire la... Non, aussitôt qu'ils reviennent, j'imagine que là, ils vont produire. Okay. Ils vont produire parce que ce 10 jours-là, je vais les consacrer à prendre l'information pour eux. Tout, quand ils reviennent, ils produisent. Puis 2 ans après la sélection, après, ils ont une exposition pour eux. Puisque vous êtes resté avec, vous connaissez un peu le groupe 8, là. Comment ça se passe avec ce groupe-là? Parce qu'on est rendu au groupe 8, là. Comment ça se passe? Oui, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis? Bien, ce qui est intéressant au niveau du groupe 8, c'est en fait, c'est le premier groupe qui a eu aucun déploiement à l'étranger. Tous les artistes se sont surtout intéressés au Nord canadien, oui. Au Nord canadien, à nos opérations domestiques, puis à tout ce qui a lien avec les changements climatiques, tout ça. Donc ça, c'est assez nouveau. On va avoir aussi un artiste autochtone aussi qui va présenter au Musée de la guerre, qui avait fait partie du concours en 2010, mais que ses œuvres vont être aussi présentées pendant l'exposition. C'est bon, donc on peut se représenter. Okay. Oui, c'est ça. Donc cette année, c'est ça un peu la spécificité de l'exposition, là. Puis vous, qu'est-ce que ça vous fait? Moi, je suis bien curieuse de voir que des gens aiment ce que vous faites, là, et puis veulent partager ça avec le monde. Parce que quand vous voyez le groupe 8 travailler, vous vous dites, OK, c'est votre histoire qui est en train de se laisser faire, là. Oui, c'est ça. Donc, votre question, c'est... C'est juste de savoir comment vous vous sentez quand vous voyez comme ces gens-là aller. Bien, moi, je trouve ça vraiment très intéressant parce que, comme je vous dis, c'est une nouvelle approche, tu sais. Si on est au niveau du journaliste, des fois, c'est plus objectif, c'est les faits, tout ça, mais là, ça passe par une sensibilité d'une personne qui a vécu avec nous autres, qui va interpréter sa propre expérience en fonction de ce qu'elle a vécu. Fait que c'est vraiment une opportunité intéressante, autant pour eux autres de nous connaître, mais que pour nous autres, d'avoir à faire voir comment ils voient les affaires. Ouais. Oui, de voir, mais avec le biais de leur sensibilité, tout ça. Donc, Merci beaucoup, Capitaine Provost. Je vous laisse aller parce que je pense qu'il y a une grosse exposition qui s'en vient avec votre groupe 8. On en parle juste après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je sais pas quoi faire. Ainsi que les choses vont round and round, comment le dire, de quelle manière, rien à faire. Oh, oh, oh. Je coule l'encre sur un bout de papier, bouteille en verre, je à la main. Et en beau jour tu l'auras pêché, je pourrai plus jamais me taire, jamais me taire. Ah, oh, oh. Chaque jour les mots de ma cervelle, bien encadré pour te capter. Couleur brillante ou aquarelle, image là pour dévoiler, tout dévoiler. Attention les singes, ouvre la bouche, laisse
C'est mon cul tout emprisonné. C'est à leur tour de raconter des vérités compliquées. Oh! Comme deux enrodés dévergondés pendant la sortir ma pensée. Je ferai trop sans trop bouger pour que tu puisses tout rattraper, tout rattraper. Je me confesse aux papillons vers le Mexique, ils s'en iront. Vraiment vilé, envole-toi, je leur dirai c'est à cause de moi, c'est à cause de moi. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je parle maintenant avec une historienne du Musée canadien de la guerre, Stécie. Et Stécie travaille, l'historienne, comme j'ai dit, au Musée canadien de la guerre. Puis elle est en train de travailler sur une exposition qui a rapport avec les œuvres du groupe 8. Oui. Ça s'en vient pour le 14 février, je pense. Oui. Je suis juste curieuse déjà de savoir, en tant qu'historienne, vous, c'est quoi votre rôle au Musée canadien? Oui, des recherches, oui, mais... Oui, je fais des recherches, mais aussi j'organise des expositions, comme l'exposition du programme d'art des Forces canadiennes. Donc, j'ai fait beaucoup d'expositions au musée, mais l'exposition du PAFC, c'est la première fois que je fais une exposition d'art militaire. OK. Donc, est-ce que c'est clair que c'est différent, mais c'est beaucoup plus compliqué ou... Un peu parce qu'on doit, pas jouer, mais travailler avec des artistes. Oui, oui. Ils ont une vision, autre, et puis vous aussi. On a une vision aussi. Il faut trouver un juste travailler ensemble, oui. Fait que je parlais avec Capitaine Provost tantôt, et puis elle a dit comme ça que quand les artistes sont choisis, ils vont par exemple sur le pied de guerre pendant 10 jours, ils produisent des œuvres, puis là quand ils reviennent, il y a possibilité de les travailler et puis de les exposer. Est-ce que vous faites des choix spécifiques en fait? Parce que c'est pas tout qu'on va présenter, je suppose, ça va faire beaucoup, hein? Non, on choisit des œuvres qui représentent leur travail. D'accord. Puis cette fois-ci, on a 6 artistes civils qui ont observé des missions militaires entre 2016 et 2018. Oui, c'est ça, 2 ans qu'on avait dit pour les... Puis on a Philip Chung, je vais te donner les noms. Parfait. Philip Chung, Rosalie Favell, Aislinn Hunter, Simone Jones, Emmanuel Léonard, puis Andreas Rutkauskas. Nous présentons également un 7e, Tim Pitsulak, qui a participé avec le PAFC en 2010. D'accord. C'est un 7e artiste. Comme elle a dit, pour la première fois dans l'histoire du programme, tous les artistes ont choisi d'observer les déploiements militaires au Canada, sur le sol canadien. Donc, les œuvres que vous verrez reflètent des activités militaires nationales sur le sol canadien. J'ai vu une belle œuvre. Tantôt, on a vu des photos qui défilaient, là. Oui. Et il y a aussi des thèmes contemporains. Par exemple, 4 des artistes ont illustré des scènes du Nord canadien, une région d'importance stratégique. Puis, les œuvres sont surtout inspirées par leurs expériences lors de leur déploiement. C'est ça que Capitaine Provost disait tantôt, oui. Et donc, c'est assez spécifique dépendamment de l'artiste qu'on a, parce que c'est pas juste comme une affaire qui sera commune à tout le monde, en fait. Il y en a 7 même artistes, donc chacun a son approche. Je suppose que ça va être difficile de dealer avec ça. Ce sont des réflexions artistiques et personnelles, surtout. Mais ensemble, je crois que cette collection donne à nos visiteurs une autre perspective de l'histoire militaire canadienne. Puis là, on se retrouve avec combien d'œuvres pour cette exposition qui s'en vient? On a 26 œuvres, donc 22 photographies, 3 œuvres audio... 20 photographies? Oui, 22. 22? Oui, 22, je m'excuse. Mon accent. C'est pas grave. 3 œuvres audiovisuelles, puis un dessin en crayon de couleur de Tim Pitsulak, un artiste inuit. Ah ouais? Oui, c'est très, très saisissant. Donc, toute la sélection est déjà faite. Elle va être lancée le 14 février. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que les gens... Oui, on va voir des images, on va voir... Est-ce qu'il y a la possibilité de voir peut-être l'explication que l'artiste a donnée pour cette œuvre ou une autre œuvre, comme sous l'œuvre qui sera présentée, pardon? Le 13 février, on le lance. Avec tous les artistes qui sont là? Oui, avec tous les artistes qui sont là, à la média. Donc, ils vont faire des entrevues, puis d'autres choses comme ça. Donc, vous pouvez le lire dans les nouvelles. Ah, dans le pamphlet aussi. On a aussi un catalogue qu'on a fait qui donne des renseignements sur les artistes, puis leur déploiement, puis leurs œuvres. Est-ce qu'il y a souvent, vous en faites, je demande juste là, est-ce qu'il y a des conférences qui vont accompagner, des rencontres qui vont accompagner cette exposition-là, surtout pour les artistes qui ont été dans le Nord canadien? Des fois,
Je ne pense pas cette fois, non. Cette fois, non. En 2018, on l'a fait, mais je ne crois pas en 2020, non. Alors, donc, oui, on a parlé des photos, de 2 audiovisuels et puis d'un dessin assez spécifique. Oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on s'attend à voir? Parce que vous travaillez fort sur cette exposition-là. Bien, la collection, je crois, reflète la diversité du travail accompli par les forces militaires canadiennes et souligne des aspects de leurs activités que nous n'y pensons peut-être pas, comme la recherche et le sauvetage. Ah oui? Oui. Des choses comme ça. Des affaires de même, comme ça? Oui. OK. Donc, l'exposition, elle ouvre le 14 février et puis elle s'étend jusqu'à quand? Le 18 mai. Donc, c'est accessible comme à tous les jours, aux heures habituelles. Oui. Est-ce qu'il y a un billet? On doit acheter encore quelque chose encore, un billet avant? Pas extra. En plus de l'entrée? Non, juste juste l'entrée. Pas extra. D'accord. Merci beaucoup. Oh, merci. Et puis, bon travail encore. J'espère qu'on va vous revoir pour le groupe 9, parce que ça, c'est le groupe 8. Je suppose c'est que le groupe 8. Le groupe 9 s'en vient, hein? Le groupe 9 s'en vient peut-être en 2021. OK. Et après ça, le groupe 10, puis... Oh, c'est déjà préparé, là, d'accord. Mais non, pas au musée, mais... Pas au musée. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Et puis, vous, à la maison, si vous avez envie de voir cette belle exposition qui s'en vient, visitez le www.museedelaguerre.ca. Après la pause, on soigne nos genoux avec Arthur Coin, que vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'aime tout comme un sucre à la crème, sans ni peine et sans détour, ma langue te savoure. Ne me retiens pas de ces doux moments de soie. Te déguster, toi, ma bouche est tendre qui fait fondre mon émoi. J'aime prendre mon sucre à la crème, avec un café ou même tout nu sur mon haleine. Retiens pas de ces doux moments de soie. Te déguster, toi, ma bouche est tendre qui fait fondre mon émoi. J'aime prendre mon sucre à la crème, avec un café ou même tout nu sur mon haleine. Préparer un plat rectangulaire de Pyrex en le graissant et le tapissant d'un papier parchemin. Dans un chaudron, mélanger la crème, le beurre, le sucre et chauffer jusqu'à ce que ça bouillisse. Baissez le feu à moyen, 6 minutes exactement. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant des problèmes liés au genou avec notre physiothérapeute Arthur Coinco et ça tombe bien, j'ai mal au genou droit. T'as mal au genou droit. Et j'ai l'impression que c'est la température qui crée ça. Ça affecte les articulations et surtout les genoux. D'accord. Est-ce que tu as fait te pelleter la neige ou... Non, pas vraiment, mais j'ai marché un peu longtemps pour me faire du bien. Là, je sais pas si c'est ça. Et puis, il faisait vraiment très, très, très frais. Là. Tu fais un faux mouvement pas vraiment, mais ça fait vraiment mal. Là. Je pourrais te l'expliquer. Oui, je vais évaluer après. OK, d'accord. Mais, on va commencer avec... Aujourd'hui, c'est le genou. On a deux genoux. Oui, c'est ça. OK. Le corps est séparé en deux pour les deux genoux. D'accord. Alors, l'anatomie. Je commence avec un peu l'anatomie. Le genou, c'est une articulation très importante parce que ça aide avec la stabilité. Comme je parle beaucoup, la stabilité ou la mobilité, lorsqu'on marche, on se fait des mouvements, on change de position. La stabilité, la bonne stabilité du corps, surtout au genou, c'est très important. Quand on joue au sport, de faire la course, c'est juste dans une direction. OK? Oui. Alors, le mouvement du genou, c'est juste comme flexion, extension, flexion, extension. Mais si on joue comme du football ou du tennis ou des autres sports, il y a beaucoup de rotation. Ça va dans tous les sens. Dans tous les sens, multi-axial. Alors, pour cette raison, d'avoir une bonne stabilité, c'est très important. Et les structures qui aident avec la stabilité du genou, on appelle les ligaments.
les ligaments. Ouais, OK. Et nous avons, il y a 4 ligaments. Il y a les ligaments. Dans chaque genou, hein? Chaque genou, 4 ligaments, OK. On appelle ligaments croisés antérieurs, croisés postérieurs, latéral, médial. Et tous ces ligaments travaillent ensemble pour aider pour la stabilité et permettre aussi la mobilité. D'accord. Il y a les muscles aussi qui sont très importants, qui s'attachent en avant et en arrière et à côté. Et tous les muscles doivent travailler aussi ensemble. Mais des fois, dépendant de la position, dépendant de quelle sorte d'action, mouvement qu'on fait, une partie, une côté peuvent être trop serrés, les muscles deviennent un peu trop serrés. C'est parce qu'il n'y a pas de mouvement comme pas de mouvement et l'autre partie devient faible. Alors, je vais montrer ça après. D'accord. Alors, je commence avec... Est-ce que tu sais si c'est côté gauche ou droite? C'est côté gauche. Oui, gauche. Ouais, j'ai réfléchi. Parce que on regarde ici, ça c'est elle s'attache à la hanche. OK, alors ça c'est... on appelle ça le fémur. Ça, c'est la rotule. D'accord. Et des os. J'essaie de la retrouver ici. Et ici, on essaie de le retrouver là. Hein? Et comme tu vois, il y a un peu de différence de ce modèle ici et l'autre. Si on regarde ici, c'est un peu... il y a un peu d'angle sur l'os. Tu vois ce que c'est? Angle comme ça, mais ça, c'est plus étroit comme ça. Est-ce qu'on... Oui, on arrive à le voir. Oui. Alors oui. on essaie d'avoir un bon alignement de la rotule et du genou. D'accord. Mais avec le temps, ça peut changer. Alors, ça peut aller comme ça. Ça peut se tordre. Oui. Et même avec comme arqué comme ça. Et alors, notre anatomie influence la structure, les mouvements qu'on fait. C'est ça que tu parles toujours de stabilité qui a un rapport avec le genou, parce que si on n'est pas stable, ça peut agir sur comme la position que le genou... Et avec le temps, si on ne fait pas beaucoup d'exercices, on ne fait pas des étirements, un renforcement, ça peut causer un changement de la posture aussi. Et avec le temps, ça arrive à avoir de l'arthrose. OK. Et des autres conditions arthritiques. D'accord. Alors là, c'est quoi que moi je vois ici? Est-ce que c'est ça, comment tu l'appelais déjà? La rotule. Est-ce que c'est elle qui est là, juste sur l'image ici? Dans cette image ici, la rotule est enlevée juste pour qu'on voit l'articulation. Puis ça, c'est quoi, un liquide qui se trouve là, qui permet de faire la flexion, l'extension? Il y a les 4 ligaments. Il y a le ligament ici. OK. Ligament médial, latéral et croisé antérieur-postérieur. Et il y a aussi le cartilage. Le cartilage. Le cartilage, c'est comme ça aide avec la absorption. D'accord, d'accord. La mise en charge. Et aussi, il y a de fluide, de liquide qui est dedans. Alors, selon toi, oui, il y a la stabilité, mais c'est quoi les différents problèmes que toi, tu rencontres déjà peut-être à la clinique? Bonne question. Alors, j'ai apporté ça. Ah, OK. Oui. OK. Alors... Si on joue dans des sports, il y a beaucoup de rotation, en soccer, en football, au tennis. OK. Les sports comme ça, on peut avoir des déchirures. Des déchirures, je le vois. Déchirures au cartilage ou même au ligament. D'accord. Avec le temps, s'il y a une surutilisation du genou avec le sport, si on court des marathons... Au tennis, là, j'ai l'impression... Le tennis, c'est plus avec la rotation, mais si on court beaucoup, des coureurs de marathon... Oui, ils ont toujours mal aux pieds. Mal aux pieds, mal aux genoux, comme ça. Et eux, ils peuvent développer des problèmes, surtout comme à la rotule. D'accord. Et dans des cas très extrêmes, et avec l'arthrose et tout ça, on peut même... on a besoin d'un remplacement. Un remplacement total de genou. Wow. Et ça, c'est à cause de surutilisation, beaucoup d'arthrite au genou. Et aussi, beaucoup de pesanteur. Personne n'est trop... à cause du surpoids et tout. Surpoids, manque d'activité. Mais à la clinique de physiothérapie, ce qu'on essaie de faire, c'est de ne pas avoir la surgerie. Si quelqu'un
vient à la clinique, je fais mon évaluation. Je dis, OK, on peut faire le traitement. Qu'on met le remplacement, on peut faire les traitements plus conservatifs. Maintenant, toi, tu vas faire une évaluation avec ton chirurgien, mais même si tu es placé pour une chirurgie, ça peut prendre comme 6, 8, 9 mois. Avant de passer à l'opération? Oui. Alors, qu'est-ce que cette personne peut faire lorsqu'elle attend? Tu peux travailler ton genou. Oui, alors on développe les buts. Étirement, exercices de renforcement, des exercices pour la mobilité, stabilité. Mais on devrait pas, la douleur aussi. On ne devrait pas peut-être trop s'inquiéter. Je me dis, quand on n'a pas vraiment de problème, on est tout le temps en activité, mais quand souvent on a des petits bobos au genou, là, c'est pas si grave que ça, là. Non, exact. La plupart, on peut faire, tu as dit, des exercices pour conserver, en fait. Puis quand, par exemple, quelqu'un qui est pris pour une comment on appelle, pour une opération. Quand il vient chez toi, tu as des exercices que tu lui fais, là. Je pense que tu as apporté des affaires. On va le faire après la pause. Alors, si c'est le cas que la personne doit avoir sa chirurgie, en attendant, on va faire des exercices pour préparer cette personne pour l'opération. D'accord. On en parle après la pause. Excellent. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Qu'elle soit pleine ou dorée, en croissant ou cachée, dans ce nuage de neige, elle joue au sortilège. Il aimerait l'embrasser, avec elle s'éclipser, s'attardant au mystère, au loin dans l'univers. De l'eau beau crépuscule, il soupire dans sa bulle pour sa belle minuit, sa Jeanne d'Arc éblouie. En un quart de lumière, elle revient comme hier pour bercer ses malaises, ses douleurs qui lui passent. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis déjà assise et là, maintenant, on va soigner mon genou droit parce que j'ai mal. Donc, disons que quelqu'un vienne à la clinique et puis te dise qu'il a mal au genou. C'est quoi les questions que tu poses en premier? OK, alors la première chose, c'est qu'est-ce qui est arrivé? Ben moi, franchement, je sais pas. Ça a commencé le vendredi. Puis j'ai commencé vraiment à avoir mal quand je marchais. Ça faisait une pression sur mon genou. Puis j'arrivais pas comme... J'essayais de le tourner. Il n'y avait pas de faux mouvements? Non, je me rappelle pas. Est-ce que tu as récemment commencé à faire un sport ou exercice ou des choses de Non, ma salle de sport est fermée. Non, du tout. Mais c'est ça que je trouvais bizarre parce que je savais pas d'où est-ce que ça venait. C'est pour ça que je t'ai demandé si la température pouvait agir comme directement sur nos articulations et tout. Alors, les questions que je demande, c'est... s'il y avait quelque chose qui est arrivé, ça durait combien de temps? Est-ce que c'est récent ou est-ce que c'est comme ça fait quelques mois ou même un an? As-tu déjà... qu'est-ce que tu avais fait? Est-ce que tu as mis la glace? Est-ce que tu as mis de chaleur? Est-ce que tu as pris des Tylenol ou d'Advil? Est-ce que tu as vu le médecin? Sinon, est-ce que tu as déjà eu ce problème avant? Alors, j'essaie de savoir s'il y avait quelque chose dans le passé qui peut provoquer, quelque chose de nouveau maintenant, ou si c'est juste quelque chose relié exactement au genou. Après de faire ça, je commence avec une évaluation physique. D'accord. Alors, le mouvement de genou spécifiquement, les mouvements des autres articulations, les voisins,
Et je fais les tests de renforcement, des tests d'étirement et un peu des tests spécifiques comme pour les ligaments, des tests pour les ménisques ou le cartilage, les muscles. Et aussi, juste pour ça, pour m'assurer que ça ne vient pas comme du dos. Du dos. Parce que des fois, des personnes peuvent avoir des problèmes au dos qui donnent de douleur autre part. OK. Là, tu dis toujours que tout est relié. Là, je comprends. Mais j'ai plus vraiment mal. Le niveau L3, le troisième niveau lombaire, qui passe douleur dans le genou. Mais pour toi, est-ce qu'il y a une place exactement? Oui, c'était sur ce côté-là. C'est là. Je veux mettre ma main sur ta... Alors, c'est exact ici? Oui, c'est vraiment là. Est-ce que c'est mal au toucher? Mais comme tu parlais de chaleur tantôt, là, le samedi, j'ai mis de la chaleur, comme quelque chose qui allait manger. Un peu? Ouais, un tout petit peu, parce que j'ai plus vraiment mal comme le vendredi. OK. Donc peut-être que c'était passager. Hein? Peut-être, oui. Et est-ce qu'il y a des autres parties, d'autres régions où ça fait mal? Non, c'est juste vraiment de ce côté-là. OK, alors ça fait mal au toucher. Ça fait mal un peu au toucher. Ça faisait mal au toucher. Maintenant, ça fait plus mal au toucher. Mais quand j'essayais de la tourner, comme de faire des mouvements, c'est super mal. OK. Alors, des fois, des problèmes au toucher... ou des problèmes avec le mouvement aussi. Alors maintenant, c'est plus le mouvement. Oui, c'était Est-ce qu'il y a un mouvement qui est plus pire que l'autre? Comme de le tourner. Alors de tourner. Pour le mettre en dedans. Si tu mets ta chaussette ou ton bas comme ça fait mal. Quand tu mets... Je ne pouvais pas monter vendredi et samedi, mais là, je te dis, là, ça va mieux. Je sais pas si c'est parce que je l'ai chauffé, là, mais c'est jamais ça peut revenir. Excellent. Et quand tu étends... Oui, je ne peux pas l'étendre très longtemps. Ah, OK. Oui, je ne pourrais pas l'étendre. Ça fait mal. Ça fait mal. La pression, ça... Quelle sorte, comment tu décris ce mal-là? Ça tire. Ah, OK, ça tire. Ouais, OK. ouais. Alors, toutes ces informations, c'est très important pour moi parce que quand je pense à je fais une vraie consultation. Oui, là, vraiment. je pense à peut-être un tissu, ouais. peut-être un tendon, peut-être un muscle. Est-ce que ça sent pas stable ou est-ce que comme si... Est-ce que tu boites quand tu marches? Je boitais vendredi soir et samedi, mais ça va. OK. Est-ce que tu as des symptômes neurologiques? Picotement, engourdissement, des choses comme ça? Non. Alors, peut-être c'est pas comme un nerf qui est coincé, parce que des fois, il y a... Heureusement, non. Alors, je demande ces sortes de questions. Je regarde le mouvement, la qualité de mouvement. OK. Je touche un peu. Pour sentir si un peu de chaleur, si c'est enflé, des choses comme ça. Et après ça, je peux faire des tests plus spécifiques. Comme quoi? Alors pour toi, tu peux t'asseoir comme ça. Ben, normalement, le patient est couché sur le dos. D'accord. Et je l'attrape comme ça. Mais pour toi, je vais juste faire comme par exemple, juste comme ça. On va pas monter trop fort. Non, comme ça. Et l'autre direction comme ça. Oui. Et ce sont... un exemple des mouvements que tu vois, des examens pour les ligaments. Et s'il y a des mouvements comme ça, peut-être ça peut être soit une enflure au ménisque ou peut-être une déchirure, une entorse. J'avais pensé, ça faisait vraiment très mal. Après ça, je vais juste mettre mes doigts comme ça. Je fais un peu plus de palpation, un peu plus spécifique. Tu vas me dire si c'est fait un peu mal. Oui, juste un peu. Juste un peu là, oui. Juste un peu, et avec un peu de mouvement, j'essaie de sentir s'il y a quelque chose. Alors, si par exemple c'est une ménisque ou cartilage, il y a un peu de déchirure, des fois, on peut sentir quelque chose, un petit souris qui bouge comme ça. Bouge, ou même ça reste dans une position, ça bloque. D'accord. Comme ça. Tu as envoyé des affaires, il va nous rester 2 minutes. Tu me dis qu'est-ce que je peux essayer. Alors, c'est très important de faire une évaluation, de prendre le temps. D'abord, oui, c'est vrai. Et après ça, les exercices, c'est très facile. Mais j'ai ça en main, ça c'est quoi? Oh, ça c'est si tu es couché sur le côté. D'accord. Pour masser. Donc, je me mets comme... ça serait de ce côté-ci. Comme ça, mais si tu es plus comme ça, sur le plancher ou la table. D'accord, OK. Mais aussi, j'ai apporté ça c'est comme plus de faire le massage toi-même. D'accord, sur le genou ou... Ouais, sur le muscle qui s'attache. Alors, pour les muscles, comme ça, pour les muscles qui s'attachent au genou comme ça, c'est bon.
des fois, des personnes peuvent avoir beaucoup de tension ici et faiblesse ici. Et puis ça descend dans le genou directement. Alors il faut étirer à l'extérieur, comme ça, et masser. Et exercice pour intérieur, cette partie ici. Tourner comme ça et lève juste comme ça. Et si tu lèves, je peux t'aider comme ça. Lorsque tu lèves comme ça, tu vas renforcer la partie ici. Alors ce qui est très important pour régler les problèmes au genou, c'est faire une évaluation, voir si c'est un problème au tissu, à l'articulation, si ça vient pas au dos, et de faire des exercices spécifiques. Avec toi. D'accord. Je te garde avec moi parce que je pense qu'on va parler de ça. Oui, ça c'est juste pour régler, je pense. Hein? On va parler de ça, oui. D'accord. Mais c'est comment que ça s'appelle déjà, ça? Ça, c'est comme un support, un brace, orthèse. Alors, c'est très utile pour des gens qui ont un peu plus de peur. D'accord. Alors, je te garde avec moi. On revient juste après la pause pour regarder Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Pour la 4e saison de Suivez-moi, je rencontre des blogueurs, des youtubeurs, des entrepreneurs du web, des artistes et quelques surprises dans un tout nouveau décor. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Les dents? Non, la fée des pilules. La fée des pilules, ça existe, ça. Oui, puis t'en as clairement besoin d'une. C'est quoi, ça? C'était pour mon mal de dos. Il a l'air allé mieux, ce là. Et si on se débarrassait de tous ces dangereux médicaments? Hey! Pense à nos amis les poissons. Faut que j'y aille. Je défais ça à la pharmacie. Mais je veux pas avoir à revenir ici. La fée des pilules n'existe pas. Rapportez vos médicaments à la pharmacie. Exposés, discours, conférences. C'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je me fais chouchouter par Arthur Coinco, le physiothérapeute. Parce que là, j'ai mal au genou et puis c'est pareil, là, tu me dis qu'on le porte pour faire du sport. C'est plus sécuritaire. Hein, c'est plus sécuritaire, oui. Ouais. Alors, ça, c'est pas exactement pour toi, c'est plus pour quelqu'un d'autre. Mais on fait ça pour juste aider avec la stabilité du genou. Et tu peux faire du ski alpin, tu peux faire n'importe quel sport tu veux. Oui, moquez-vous, là. Donc, vraiment, tu peux faire toutes sortes de sports, tu veux dire. Oui, toutes sortes de sports. D'accord. Et ça, c'est quoi? Équilibre. Mais là, tu m'as bloqué le pied, je peux pas me lever pour faire ce que tu veux. Je sais pas si tu veux faire ça, mais... On va essayer. Je vais enlever mes chaussures. Puis je vais m'essayer. Avec les deux? Avec les deux. Et puis ça aide à quoi? Pour la rotation? La rotation, la stabilité. D'accord, du genou. Et si tu fermes tes yeux, essaie de... Non, j'ai pas envie de tomber, là. J'ai vraiment pas envie de tomber. Donc ça, là... très bien fait. Ouais. Donc, merci Arthur. Si le monde a besoin de te voir, là, je pense qu'ils vont directement aller sur ton site web. Merci. Et puis, c'est où déjà ton adresse? On rappelle au monde, c'est où? Physiotherapie.com. Et puis, Arthur.co. OK, d'accord. Merci beaucoup Arthur d'avoir partagé ça avec nous et de m'avoir soigné. Ça m'a fait plaisir. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain à l'émission. On va parler de la 50e saison de la patinoire du Canal Rideau. Soyez des nôtres. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers
tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.